J'ai un sujet qui est simple à traiter, c'est les mégatrends 2030 et les impacts sur les RH. Donc on va prendre 5 minutes, et puis après on fait des questions, il n'y a pas de problème. Je ne vous le traite pas sous l'angle des RH Mazars, finalement. Il se trouve que, bon, en France, on est tous présidents de quelque chose, à un moment ou à un autre. Et moi, on m'a demandé un jour de présider un truc qui s'appelle le Cercle de la prospective RH. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on ait un groupe de 160 personnes à peu près qui se réunissent, certains d'entre eux sont dans la salle d'ailleurs ici, et pour essayer de définir des méga-tendances, des méga-scénarios aussi qui peuvent impacter notre métier. Alors, pour faire très très court, je vais essayer de vous les cibler. Il y a bien plus que ce que je vais vous dire là, mais je vais essayer de vous donner une vision rapide de ce qui, à mon sens, aujourd'hui, va avoir un impact important sur la fonction RH, mais pas demain matin, pas en 2013, même pas en 2020. Mais on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire de se dire si on franchissait un peu un cap, donc ça n'a à peu près aucune chance de vérifier, et de toute façon vous ne serez pas là pour me le reprocher à ce moment-là non plus. Donc on va quand même essayer de donner des perspectives, parce qu'il se trouve que quand on est dans des métiers, ou du moins qu'on essaie d'avoir une approche stratégique des ressources humaines, il faut l'anticiper, y compris par exemple dans les choses très opérationnelles, comme le recrutement des gens qu'on peut avoir autour de nous. Alors, ces méga-tendances, c'est quoi? D'abord, d'où est-ce qu'elles viennent? Ce n'est pas juste des gens qui se mettent dans un coin, qui réfléchissent. Il y a en réalité deux choses. Très récemment, beaucoup d'entre vous ont dû voir sur Europe 1, par exemple, une petite nouvelle qui passait ou qui a été donnée que le NIC, vous savez ce que c'est ou pas du tout? NIC, c'est la vitrine officielle de la CIA, pour le dire comme ça. C'est-à-dire, en gros, c'est la phase publique de la CIA. A publié un rapport qui est un rapport, manifestement, qui donnait la vision à 2030. En fait, ce rapport se trouve être la ressucée d'un rapport qui a été fait en Europe, par une institution qui était une émanation de la Commission européenne en 2010 et qui s'appelait donc Global Trends 2030, donc une prospective à 2030. Les Américains se sont habiles parce qu'ils ont ajouté 3 scénarios. Les 3 scénarios étant quelle sera la place des États-Unis là-dedans. Et en fait, ils ont défini 3 scénarios qui tournent autour d'une idée simple. La première idée, c'est le monde fusionnel. Autrement dit, on va vers un grand monde fusionnel où tout va bien, une seule et même communauté, facilité par les nouvelles technologies, etc., etc. Deuxième scénario, qui n'est pas tout à fait le même, c'est on repart au monde d'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire un monde fragmenté, c'est le nom qui est utilisé. Et ce monde fragmenté conduira à avoir des conflits locaux et une situation extrêmement instable. Et enfin, dernier point, le scénario qui recueille le plus de plausibilité, qui est le scénario d'un monde polycentrique, c'est-à-dire, on dit chez Mazars, multipolaire, c'est-à-dire équilibré autour de 3, 4 grands pôles majeurs d'influence à la fois économique, sociale, politique, idéologique et tout ce que vous voulez. Les pôles, on les voit bien, les US d'un côté, l'Europe, Inch'Allah, et surtout la Chine. Pas l'Asie, mais la Chine. Derrière, qu'est-ce qu'il y a comme méga tendance? Il y en a plusieurs qui ne sont absolument pas intuitives. C'est-à-dire que si on regarde les choses de notre point de vue d'occidentaux, d'européens, on va se tromper. Nous, le sentiment qu'on a, c'est que le monde est en crise, que tout va mal, qu'il y a de plus en plus de pauvreté, etc., etc. C'est faux. La tendance aujourd'hui majeure, le méga trend principal dans le monde, et celui qui va se renforcer considérablement d'ici 2030, c'est la montée d'une classe moyenne, c'est-à-dire en fait la réduction de la pauvreté, mondialement. On va passer d'une classe moyenne qui représente à peu de choses près aujourd'hui 3 milliards d'humains, à une classe moyenne qui représentera 6 milliards d'humains sur 8 milliards. C'est-à-dire qu'on va avoir comme constituant principal de la caractéristique de population mondiale, on va avoir une classe moyenne qui sera très dominante. Alors cette classe moyenne, elle a plusieurs caractéristiques, mais dont une très importante, c'est qu'elle va se développer très en lien avec, justement, les nouvelles technologies, avec ce qu'aujourd'hui, donc, on appelle la révolution des médias. Alors, ça a un point qui est très visible. Par exemple, à votre avis, il y a combien de gens qui ont une connexion à l'Internet aujourd'hui? Ou je veux dire autrement, il y en avait combien en 1995 dans la population mondiale? Combien de gens avaient accès à Internet? 95. Pas longtemps, il y a 15 ans, 17 ans. 0,7% de la population mondiale était connectée à Internet. En 2030, combien? Option conservatrice, 50%. Un humain sur 2, en 2030, aura une connexion immédiate à Internet. Un humain sur 2. D'accord? On sera à peu près 8 milliards, pour faire très court. Deuxième question. Il y a combien de gens... Alors, on va faire l'inverse, comment on dit literate, pas lettré. Il y a un mot français pour ça, mais...
Alphabet. Combien de gens alphabètes, enfin qui savent lire et écrire, voilà, on va le dire de manière plus directe, aujourd'hui dans le monde? À peu près. Pas dans cette salle. Il y a 64% des gens. 64%. C'est pas du tout ce qu'on envisagerait. Hein. On a tendance à penser qu'il y a beaucoup moins de gens dans le monde capables de lire et d'écrire. Combien en 2030 ? 90%. Donc prenez une situation très simple, 2030, une énorme classe moyenne, dont la caractéristique c'est un accès immédiat à Internet avec une capacité de lire, de s'informer, et donc d'être alphabète, qui est quasi totale. Première caractéristique, un déclin très rapide de la foi dans les organisations pour régir le monde. Autrement dit, une montée de ce qu'on appelle le individual empowerment, c'est-à-dire en fait les individus qui veulent décider par eux-mêmes, qui fonctionnent sur des bases beaucoup plus ouvertes et qui font moins confiance à des organisations, c'est-à-dire les États, les entreprises, pour prendre des décisions pour eux. Ça, c'est pas évident à intégrer. Pourquoi ? Parce que le monde n'a pas été conçu comme ça. L'ensemble de nos réflexes, l'ensemble de nos politiques, de ressources humaines, de management, etc., ont été conçus dans les années 90 sur une idée qui était ma génération, hein, c'est pas du tout la génération Y, qu'il y a de toute façon toujours quelque part quelqu'un qui nous protège et qui va prendre les décisions pour nous. Ça, c'est l'héritage du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire on voit reculer la misère, la pauvreté et les guerres. Sauf que la génération qui est née plutôt après les années 80, elle a quand même vu la guerre se rapprocher, hein, la Yougoslavie, si vous êtes français, c'est pas si loin que le Rwanda ou d'autres, mais cela dit, ça se rapproche. La pauvreté, la réapparition de maladies qui étaient compliquées à traiter, les années sida, etc. Donc on est en fait dans un rapport générationnel à des techniques, des méthodes de management qui ont été inventées dans les années 90 pour une génération qui était celle de l'après-guerre, jusque, pour faire court, les gens qui sont nés jusqu'en 75-76. Et donc, encore aujourd'hui, on vit là-dessus. Je vous donne un exemple. En ressources humaines, et c'est là qu'on commence à avoir un léger petit doute. 99%, si ce n'est 100% des politiques de ressources humaines reposent sur une idée fondamentale, qui est la rétention des talents. Génial. Notre objectif, toutes nos politiques sont fondées sur comment on retient des gens. Magnifique. Il y avait combien de cadres français inscrits à Pôle emploi il y a 10 ans ? Alors Pôle emploi n'existait pas en tant que tel. On va le dire autrement. Combien de cadres français avaient leur CV à l'APEC ? J'élargis le champ. Combien avaient leur CV à l'APEC ou chez un chasseur de tête ? Toujours pas d'idée ? 8%. 8%. La dernière fois que LinkedIn est venu nous présenter un état de la situation aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 2-3 mois, combien y avait-il de cadres français qui ont leur CV sur LinkedIn ? 65%, pas 90 encore, mais 65%. On y travaille, hein, on va y arriver. 65%, d'accord ? Si moi aujourd'hui je cherchais une information sur Olivier, où est-ce qu'il est Olivier ? Je l'ai croisé tout à l'heure, mais bon, il est là parmi nous, un des partenaires ici. À votre avis, quel est le temps moyen pour trouver une information correcte que je vais mettre en allant chercher dans mon système interne par rapport à, je vais googler Olivier, je vais LinkedIner Olivier, avec qui on est déjà en LinkedIn de toute façon. La réponse, c'est un rapport de 1 à 10. Et en plus, j'ai une info qui est plus à jour sur LinkedIn, sur Google, sur quoi que ce soit, que ce que j'ai dans mes systèmes internes. Alors maintenant, la vision du DRH qui contrôle tout avec des systèmes internes vachement bien, etc., vous voyez, on commence à s'éloigner. L'objectif de rétention, alors que la fluidité et l'employabilité sont les sujets majeurs, ça ne va pas. Alors moi, j'ai le grand plaisir d'aujourd'hui d'être l'animateur des RH d'un groupe dont la caractéristique majeure n'est surtout qu'il ne faut pas garder les gens. La rétention n'est pas le sujet de Mazars. 5% des gens ou un peu moins vont devenir partenaires, 95% ne vont pas rester. Pourquoi je ferais une politique RH centrée sur les 5% qui restent ? On déconne. D'ailleurs, on ne le fait pas. Il faut qu'on s'occupe très bien de nos 5%. Évidemment, ne vous inquiétez pas, c'est eux qui votent. Donc, par définition, on fait très attention. Mais ma politique RH doit insister sur un point. Je dois maîtriser mon workforce planning et je dois surtout faire en sorte que, dans les perspectives, justement, ce qui est extrêmement moderne par rapport à ce que je viens de vous dire sur les mégatrends, je sois capable non pas d'organiser la rétention, mais en fait, l'employabilité des gens qui travaillent chez nous. D'où la marque employeur dont Martin va vous parler après. J'identifie Martin à Mazars, il faut que vous le sachiez, Mazars c'est lui.
L'idée, c'est quoi? C'est mes années Mazars. Autrement dit, que je ne sois pas encore chez Mazars, mais que j'y vienne. Que j'y sois maintenant, et que j'y vive des bonnes années, ou que j'ai pu y être un jour. Ma question, c'est en quoi ça a eu un impact sur mon évolution professionnelle, est-ce que je suis? Autrement dit, je pense que, et c'est ma vision des mégatrends et l'impact sur les RH, le principal impact, c'est je crois que ce que nous vivons aujourd'hui comme révolution par les médias sociaux va tuer la direction des ressources humaines telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois qu'à un horizon de temps peut-être de 5-10 ans, eh bien, le DRH en entreprise, ça n'aura plus aucun sens. Pourquoi? Parce que nous ne gérerons plus des communautés à l'intérieur de systèmes fermés, les organisations, les États, les entreprises, mais dans des systèmes ouverts. Et du coup, me semble-t-il, le DRH sera la personne qui devra gérer des communautés ouvertes, devenir un peu l'impresario de personnes dans du cloud humain intelligent, et qui fera on sera capable de connecter les gens différemment. Je ne sais pas sous quelle forme de contrat de travail ou quoi que ce soit, c'est moins mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est comment on va essayer d'organiser cette fluidité, cette mobilité, cette employabilité. Je vais utiliser un mot américain pour décrire le mot qui me va mieux, cette optionnalité supplémentaire qu'on donnera aux gens. Autrement dit, quand vous travaillerez avec une organisation comme la nôtre, la question qu'on devra se poser, c'est est-ce qu'en sortant de cette organisation, j'ai plus d'options que je n'en avais pour avoir des boulots intéressants, faire des choses différentes et ouvrir ma vie. Et donc, vous voyez, les mégatrends, la montée des individus par rapport aux structures organisées, les États, les entreprises, un monde polycentrique, donc une lecture européenne, occidentale qui est plus la bonne, une montée des classes moyennes, donc une aspiration différente, va nécessiter ce genre d'évolution. Dernier point, ça nécessitera cette évolution des gens en RH, mais ça nécessitera aussi d'autres modes de management qui seront beaucoup plus fondés sur le coaching et la relation ouverte que sur un management de type hiérarchique, bien évidemment. Ça, vous le sentez, c'est ce que vous entendez dans la génération Y. Je ne suis pas de ceux qui croient que la génération Y, ce soit une révolution. En 1830, il y avait en France ce qu'on appelait la vie de bohème. La vie de bohème, c'était autrement plus radical que la génération Y d'aujourd'hui. Rimbaud, Hugo, Anco, c'était pas tout à fait pareil. Ils ont foutu le feu, si je puis me permettre. Mais c'est pas grave. Ce qui m'importe pas, c'est de savoir si c'est une vraie révolution ou pas. C'est ce que je sais, c'est que toute génération a envie de se sentir différente. Et ça, nous, dans notre métier, on doit le respecter, on doit en tenir compte. Et vous voyez, en prenant ça en compte, ça veut dire que ça va influer très directement à la fois sur comment on gère nos ressources humaines et puis comment on pratique le management. Voilà en quelques mots. Il y a l'occasion, évidemment, d'aller beaucoup plus loin. On pourrait passer des heures là-dessus. Je préfère vous donner cette perspective globale et entrer dans le jeu des questions-réponses. Pourquoi c'est un enjeu? Pour faire simple, évidemment, il y a parfois une contradiction entre l'image glamour ou pas qu'on a d'un métier et la réalité des gens dedans. J'ai vécu par exemple dans l'hôtellerie de luxe, on ne peut pas métier plus glamour. C'est assez rigolo, quoi. Je veux dire, vous entrez dans un hôtel à Berlin, crac, le directeur général vous dit tiens, viens saluer Claudia Schiffer. C'est glamour. Sauf que c'est des gens qui font toute leur vie, qui sont plutôt un peu old style, qui vivent dans un monde qui est assez traditionnel, en réalité. Prenez Mazars, vous dites, merde, audit. Oh, les costards gris, les machins. D'accord. Moyenne d'âge mondiale, 28 ans. En Russie, 22 ans et demi. Pour faire court, énorme rotation. Mondialement, à peu près un tiers des gens qui bougent chaque année, qui sortent, qui viennent, qui rentrent, etc. Moi, quand j'arrive chez Mazars, mes premiers emails, je venais des caisses d'épargne. Caisse d'épargne, quelqu'un s'en va, c'est le drame. Alors là, je dis n'importe qui, il faut garder les gens. D'accord? Ici, j'arrive, paf, mes premiers emails, il y avait dans ma boîte une dizaine d'emails de gens qui disent « Bon, ciao, je me casse, j'ai rendu mon ordinateur, c'était vraiment super, bravo, voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé, il y a vraiment des sales cons, il y a des gens géniaux, merci, à bientôt. » Moi, tout de suite, j'envoie un mail, je dis « Martin, c'est quoi ce bordel? Il y a des gens qui partent. » Ah oui, il y a des gens qui partent, c'est sûr. Il dit « Non, il était bien ce mail-là, il y en a d'autres et tout. » Bon. Et vous dites, mince. Alors, deuxième sujet auquel je suis confronté, je dis, tiens, est-ce que je peux utiliser un iPhone? C'est un peu compliqué, mais enfin, non, oui, pourquoi pas, en fait, après tout, etc. Bref, on se retrouve face au Bring Your Own Device. Il y a Jean-François qui, quelque part, il le sait. Et donc, on se dit, mince, c'est pas vraiment un monde où on peut vraiment interdire. Pourtant, attention, on est dans la compliance, donc il faut commencer à pas faire n'importe quoi. Mais au fond du fond, on a plutôt intérêt à être moderne, pour une autre raison. Because on n'est pas KPMG, Price. On est une anomalie. Mazars ne devrait plus exister. Ne devrait pas exister. Pourquoi on existe? Parce qu'en fait, un jour, il y a un groupe de partenaires emmené par un homme, Patrick de Cambourg. On partage avec McKinsey une histoire originale. On porte le nom de notre fondateur, mais c'est le successeur qui a développé la boîte. Patrick de Cambourg, il y a 30 ans, prend la boutique. Robert Mazars donne pour rien son entreprise, alors que tous les autres la revendent en faisant un goodwill. Lui, il dit, je vous donne pour rien mon entreprise. Il n'a pas pris un centime.
Et il dit, choisissez qui vous voulez pour diriger, moi j'ai ma petite idée. Alors il se trouve que c'est le même qui a été choisi, ça tombait bien. Moi je pense que, a fortiori dans le monde de demain, la qualité des réponses qu'on donnera aux gens qu'on ne comprend pas, c'est presque aussi important, si ce n'est plus, que les réponses qu'on donne aux gens qu'on comprend. Ça je l'ai toujours pratiqué, j'ai toujours cru. Allez, je vous donne une réponse qui n'est pas Mazars. J'ai embauché aux caisses d'épargne une fille qui s'appelle Christine Fabresse, qui est aujourd'hui la patronne des réseaux. Cette fille-là, la première fois que je la vois, elle est à l'époque dans la galaxie du Crédit Agricole, je la vois précisément en novembre 2005. Elle rentre aux caisses d'épargne en janvier 2008. Fille extraordinaire. À l'époque, je n'ai pas de poste, mais je m'obligeais tous les 3 mois à la recevoir, on se fait un petit déj, un truc comme ça, mais je garde le contact. Le jour où, de manière totalement inattendue, j'ai mon patron de réseau qui change, qui évolue, cette fille-là, je n'ai pas besoin de lui refaire l'entretien de recrutement. Pourquoi? Parce que j'ai gardé le fil et l'affectio societatis avec la boîte et pourtant elle n'y était pas. Évidemment, vous n'allez pas faire ça avec des milliers de candidats, quoique. Vous ne pouvez pas le faire individuellement et physiquement, mais justement, ce que vous permettent les médias sociaux, ce que je crois essaie de faire LinkedIn, c'est ça, c'est-à-dire en fait de vous donner la possibilité d'avoir une qualité de contact qui n'était possible avant que physiquement par une voie non physique. Non, ça va plus loin. Moi, je pense que les structures RH vont disparaître. J'investirai plus un seul centime sur les systèmes d'info internes ni quoi que ce soit. Je pense que demain, on va virtualiser la fonction RH et que les médias sociaux vont nous permettre. Alors, ça pose certains problèmes, mais enfin, en gros, dès l'instant où les gens commencent à parler des risques de confidentialité, c'est qu'en gros, ils ont envie de ne pas faire et ils ont envie de protéger leur territoire. Donc là-dessus, le rôle d'un RH, c'est de dire, on va changer la donne. Nous, on a cette chance, c'est une discussion qu'on a avec Jean-François, c'est l'inverse. Lui, il pousse même un peu à la roue, il va plus loin, on en discute de manière hyper ouverte. Mais j'ai vécu dans ma vie des organisations où le problème, c'était de protéger les zones de confort actuelles, ce qui est normal, ou le pouvoir, peu importe, je m'en fous. Moi, clairement, demain, je ne crois pas du tout dans les RH encore dans l'entreprise, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les RH sortiront de l'entreprise. On sera des sortes d'agents de joueurs, pour le dire comme ça, intelligents et, si possible, gérants des communautés ouvertes. Moi, je vois plus le métier comme ça, il me plaira plus comme ça en tous les cas, que d'être juste le RH d'une entreprise cherchant à retenir les gens. Si je prends juste une image, quand je veux retenir les gens, vous savez ce que je fais? Je tue leur entrepreneurship, c'est-à-dire la volonté d'aller faire ailleurs des choses mieux. Et bien en tuant leur entrepreneurship, je tue leur intrapreneurship. Or, dans le même temps, par ailleurs, toutes les chartes racontent qu'on veut développer des intrapreneurs. C'est faux. C'est absolument faux. Ça, c'est du pipeau RH. Objectivement. Vous voyez, donc pour moi, il faut que la fonction RH, maintenant, à mon avis, dans les 10 ans qui viennent, réussisse à sortir de l'entreprise et avoir un rôle beaucoup plus en lien avec son écosystème. Alors au début, ce sera de rester dans la boîte et d'avoir l'écosystème, ce qu'on essaie de faire. Mais après, à un moment, c'est de gérer un écosystème, pour le dire autrement.